Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'audit du marché en location saisonnière de la ville de Corbeil-Essonnes. Pour cette analyse, j'utilise les données de la plateforme RDNA, qui est une référence dans le secteur. Elle collecte les données directement depuis Airbnb et VRBO. VRBO, c'est le groupe Expedia Hotel.com ou Abritel pour la France, et suit euh, chaque annonce, jour après jour, pour construire une base de données complète. Concrètement, RDNA va suivre les calendriers des logements, les prix affichés, les périodes bloquées et les réservations effectives pour calculer le taux d'occupation estimé en analysant les dates réellement réservées, le revenu moyen par logement et donc RevPAR, et les tarifs moyens par nuit pratiquée. On peut voir aussi l'évolution du marché sur les derniers mois, comparer différents types de logements et repérer les zones les plus performantes. Bref, c'est une mine d'or pour comprendre notre marché, votre marché, évaluer la concurrence, prendre des décisions stratégiques pour améliorer vos résultats. C'est parti pour les chiffres en détail. Sur Corbeil-Essonnes, la ville nous donne 137 annonces actives depuis 30 jours, 300 annonces actives différentes sur les 12 derniers mois. On est encore sur le premier quadrimestre, donc les 107 annonces actives sur le début d'année, 300 annonces actives sur les 12 derniers mois. On a aussi un effet Jeux olympiques en 2024 sur l'Île-de-France qui nous a fait gonfler le nombre d'annonces, ça c'est un fait, et globalement, de mai à octobre, on retrouve toujours un pic du nombre d'annonces sur ces périodes estivales les plus fortes. Donc notre source est Airbnb, les données datent de mai 2025 et sont issues de Airbnb et VRBO. Les montants sont affichés en euros, hors commission de plateforme et ménage inclus. Si on regarde d'un peu plus près la concurrence, on va nous donner les logements par taille, par nombre de chambres. Le studio n'est pas ici répercuté, c'est un logement typiquement français. RDNA est un site américain, hein, donc on a quelques données studio, mais ici on va avoir la donnée studio plus T2, donc avec une chambre. 81% des annonces de la destination sont des petites surfaces. Les grandes surfaces sont donc plus rares et bénéficient d'un avantage concurrentiel structurel naturel. La part de chambres chez l'habitant est plutôt impactante, 21%. Au-delà de 20% de part de chambres chez l'habitant sur le total du nombre d'annonces, on en déduit un niveau de professionnalisation de la ville le plus bas et nous risquons d'être confrontés à une concurrence déloyale des particuliers. Là, ça peut être le cas sur la ville de Corbeil. On a une aberration peu professionnalisée du fait qu'on n'a que 25% des annonces qui sont disponibles plus de 180 jours par an. Ça fait plus de 6 mois par an. Donc, loin d'une ville totalement disponible à la location courte durée. La moitié des biens sont disponibles moins de 90 jours par an. Donc, sur des très courtes périodes, ça peut notamment être le cas dans des villes assez étudiantes où, comme on peut avoir un sur Corbeil, puisqu'on est proche des grosses universités d'Evry, euh, où on a des beaux étudiants à l'année, et puis sur des petites périodes pour combler, notamment l'été, on va se retrouver avec des biens en location courte durée. Sur le graphique en bas à gauche, on voit l'évolution du nombre d'annonces depuis 2022, hein, qui a explosé à partir de milieu 2023, puis encore une phase milieu 2024, effet JO, hein, sur l'été, où on s'est retrouvé avec énormément d'annonces. Ce chiffre est en baisse. C'est pas forcément très stable sur la baisse, mais voilà, on aperçoit quand même une baisse post-Jeux Olympiques. Plus 18% de logements en 2024 quand même par rapport à 2023, hein, globalement sur le nombre total à l'année. Et ralentissement en cours puisqu'on n'a que 4% de biens en plus là sur avril 2024 par rapport à avril 2025. Ça peut être un effet du week-end de Pâques qui n'avait pas eu lieu en avril l'année dernière et en mars. Bon, ça peut être le cas, mais on n'est pas sur une décroissance totale, mais en tout cas sur un ralentissement global. En termes de saisonnalité, c'est pas forcément très marqué, voire pas du tout sur Corbeil. Alors, vous voyez, ce graphique est en RevPAR, donc en revenu moyen généré mensuellement par logement. Donc plus que la valeur, hein, c'est pas ça qui va nous intéresser puisqu'on prend toute typologie confondue, c'est de voir les fluctuations sur l'année. Et on voit qu'à partir de juin, on est globalement dans cette courbe assez haute. 2022 était
Au plus haut, la courbe rouge, 2023 en vert, on a une forte baisse. 2024, ça remonte presque au niveau de 2022. Sur le début d'année, c'est un peu plus instable. On voit sur les courbes 2023-2024 que c'est quand même des revenus générés plus bas que sur le second semestre. 2025, on est plutôt sur une tendance à la hausse. On va voir juste après, très lié à l'occupation en ce début d'année. Donc, les mois les plus forts de juin à décembre, mois de mai plutôt entre deux, et puis les mois faibles de janvier à avril, même si avril peut être un petit peu partagé. Si on regarde maintenant cette donnée par jour, donc le RevPAR par jour, en bleu foncé, c'est le RevPAR le plus haut, donc le revenu moyen généré par jour par logement. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder s'il y en a des périodes sur toute cette année qui sortent du lot. Pourquoi, comment? Alors, on n'a pas tous les week-ends, mais on voit que les week-ends, donc c'est indiqué en FS pour Friday, Saturday en anglais, où on a des rêves par plus haut. Alors, peut-être parce que les plus gros logements se louent, ou parce qu'on loue plus cher ou sur des plus courtes périodes. On rappelle que les données sont ménage inclus, donc quand on loue sur des séjours courts, bah, le ménage peut faire gonfler aussi le prix moyen. Donc on a une saisonnalité qui est liée à une clientèle loisir, hein, on voit ces week-ends, mais globalement, euh, on est aussi lié à une clientèle professionnelle parce qu'on a des cœurs de semaine qui sortent du lot, hein, qui sont un peu plus foncés. On a un effet JO entre fin juillet et début août qui est assez marqué sur ce cas-là. Mais on l'a vu, hein, le mois d'août, l'été est plutôt assez, voire même stable, euh, hors JO. En termes de taux d'occupation, maintenant, si on regarde ce graphique, donc on a le taux d'occupation, toute typologie confondue. Elle ressemble vraiment à notre courbe du REVPAR, donc assez bas en début d'année, plus haut à partir du mois de juin, voire même au plus haut sur octobre, novembre, décembre, et 2025 qui est une tendance plutôt à la hausse, hormis mars, plutôt stable, et au mois d'avril, en très forte hausse d'occupation par rapport à avril 2024. Un taux de remplissage qui varie de 38% au plus bas, c'était mars 2025, à un pic de 51% en octobre 2024. 51%, ça reste globalement un taux d'occupation assez faible. Vous en conviendrez, sur des villes très saisonnières ou balnéaires, on va vite atteindre 70-80% quand on parle de saison forte. Là, on reste à 50% sur les mois les plus forts, donc on est plutôt à 40 sur l'été, 45 sur mai-juin. Donc, globalement, une occupation hein, quand même assez basse. Cette occupation stable sur l'année nous démontre quand même que la destination est soutenue par une clientèle professionnelle, une clientèle qui voyage toute l'année, et notamment stable de mai à décembre. Si on regarde dans le détail, ce sont les biens aux tarifs les plus bas qui affichent une meilleure occupation annuelle, toute typologie confondue. Et encore plus dans le détail, ce sera les T3, les deux chambres qui atteignent les meilleurs taux d'occupation sur l'année, qui est de 46% en moyenne sur 2024, parce qu'ils sont plus rares aussi. Le détail, vous l'avez dans ce fichier Excel, donc par typologie studio T2, T3. On ne va pas au-dessus parce qu'on aura un échantillon trop faible pour avoir de la donnée exhaustive. On estime qu'il nous faut au moins 50 logements disponibles pour pouvoir faire ces moyennes hein, et avoir quelque chose d'assez correct. Et si on regarde en taux d'occupation, en moyenne sur les studios, on a 33% d'occupation. Et ensuite, elle est divisée par price tier, mid-scale, upscale, luxury. Ce price tier, c'est un découpage de notre échantillon en début d'année. Airbnb va découper tous nos studios par fourchette de prix. Donc, on s'intéresse aux fourchettes mid-scale, upscale dans une démarche professionnelle, gestionnaire, euh, pour aller chercher des prix quand même moyens, voire moyenne haute. On n'a pas mis ici les données de la fourchette de prix budget économique, qui sont les prix les plus bas. Si on regarde cette moyenne, 33% des studios en moyenne, le mid-scale 38%, et puis après beaucoup plus bas sur les prix les plus hauts. Les prix les plus hauts, ça ne fonctionne pas sur les studios. Enfin, ça ne fonctionne pas. Pas que je dis ça, mais on est sur les taux d'occupation très bas. Sur les T2, en moyenne 41%, quand le mid-scale est à 49%, et puis upscale, le jury est plutôt à 36%. Donc on voit bien que la moyenne elle est tirée vers le bas. Quand on voit le taux d'occupation mid-scale, par aussi les prix les plus bas qu'on n'a pas indiqués ici. Et pareil sur les T3, où là on va avoir 46% en moyenne, avec 31-27% sur les mid-scale, upscale. Donc ça devrait être les prix un peu les plus
alors pas forcément les plus nombreuses, mais celles qu'on aurait retrouvées le plus finalement dans une démarche de professionnalisation en location saisonnière. On a vu que le nombre de biens a augmenté, donc on estime qu'il y a de plus en plus de biens professionnalisés. Et là, c'est pas forcément le cas, puisque la moyenne elle est assez haute, alors tirée par les prix les plus hauts, 40%, mais aussi, en toute logique, par les biens les moins chers. Du coup, quand on parle de cette concurrence et de ce taux d'occupation, on se demande s'il n'y a pas trop de biens par rapport à le nombre de nuits réservées. C'est pas exactement correct et c'est pas ce qu'on va voir sur le marché puisqu'on a une demande qui progresse énormément. On a doublé le nombre de nuits entre 2023 et 2024, plus 104% le nombre de nuitées réservées sur une année, enfin sur l'année 2024 par rapport à 2023. L'offre, elle augmente aussi rapidement, voire un peu plus quand même, puisqu'on a plus 107% de biens réservés sur 2024 par rapport à 2023, plus 18% de biens actifs. Donc plus 18%, c'est le nombre de biens, et 107%, c'est le nombre de biens réservés tous les jours, donc en nombre d'annonces différentes, si on veut, pour être en corrélation avec la demande. Et sur ce graphique, on voit le ratio entre le nombre de nuits réservées et le nombre de biens réservés qui augmente en suivant. Donc on a un pic en juillet-août sur le nombre de biens réservés, donc plus de biens sur le marché avec plus de biens réservés. Euh, et on retourne un peu à la baisse sur le nombre de biens réservés là, sur le premier trimestre 2025. Donc on a un effet quand même post-JO. On est sur un nombre de jours moyen réservés par annonce, donc le ratio entre ce nombre de nuits réservées et le nombre de biens, qui est légèrement en baisse sur 2024 finalement, mais on est à 10 jours,8 et 10 jours,7 en moyenne. En 2023, un appartement se louait 10,8 jours par mois face à la demande qu'on avait. Explosion de la demande, mais explosion de l'offre. En 2024, on se retrouve à 10,7. Donc il y a quand même une légère baisse. Donc il y a quand même une petite tendance à trop d'offres par rapport à la demande, mais on a quand même cette très forte demande et cette offre devrait, enfin, en tout cas, est en train de se calmer. On a une régulation très forte sur l'Île-de-France avec beaucoup de villes qui limitent le nombre de locations saisonnières. Ça peut être un cas. Il peut y avoir aussi des changements de la fiscalité, l'arrivée de la TVA pour certains acteurs, qui fait qu'on retrouve de moins en moins de logements. Et puis bien sûr, les JO étaient une année très particulière et pas forcément à la hausse, puisque on a vraiment eu cet effet de trop de logements pour une demande qui a grossi, mais pas de façon exponentielle. Donc on ne s'est pas retrouvé avec des résultats faramineux, bien qu'à l'échelle d'un marché, on a bien senti qu'il s'était passé quelque chose sur cette quinzaine. Le prix moyen, maintenant, si on le regarde entre tous les biens, l'idée c'est de savoir comment il fluctue sur l'année. Donc on a un gros pic sur juillet lié aux Jeux Olympiques, aussi sur août, mais on voit bien qu'on a des prix très élevés entre mai et septembre-octobre. Par rapport aux dernières années, on voit que ça a beaucoup augmenté et ça retend à la baisse, notamment en décembre, où on se retrouve avec des prix finalement plus bas qu'observés en 2022 ou en 2023. 2025, les 2 premiers mois, petite hausse, mars-avril, petite baisse. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de stabilité entre le taux d'occupation, l'augmentation du nombre de biens et la saisonnalité. On est sur un marché, encore une fois, instable sur l'île de France. On a eu beaucoup de biens, des biens qui s'en vont, des biens qui vont continuer à arriver. Mais voilà, c'est difficile d'avoir une vision de fluctuation du prix moyen. Donc une hausse remarquable depuis 2022, mais une baisse sur mars-avril 2025. Une hausse légère entre 2024 et 2023, observée sur toutes nos typologies de biens. L'idée là, c'est de vraiment avoir en tête une démarche, une pratique du revenu management pour s'adapter à la saisonnalité, s'adapter au marché, faire fluctuer ses prix de façon dynamique selon la demande, la saisonnalité, dépasser nos concurrents notamment basse saison en créant plus de volume et en optimisant le prix sur les saisons plus fortes. En termes de prix moyen constaté sur nos logements, sur nos 3 typologies studio T2, T3, hors géo, mais l'écart n'est pas si haut parce qu'on retrouve des prix des fois plus hauts hors mois de Jeux Olympiques, hors juillet-août, mais pour un STO T2, on est entre 62 et 81 euros observés
depuis mai 2024 et sur les T3 entre 72 et 99. On retrouve les détails ici sur les dernières années, donc sur mai, à partir de mai 2022 et sur 2023-2024, avec deux price tiers qui sont les plus cohérents et les plus représentatifs de notre démarche de se professionnaliser en location saisonnière, d'investir pour faire de la location courte durée. Donc les prix moyens, mid-scale, upscale, ces fourchettes de prix, médiane, moyenne et upscale, on va dire la premium sans être la catégorie la plus chère. Donc on a le détail ici, mois par mois, type de bien par type de bien. Vous retrouverez le détail dans ce tableau en fonction de comment ça peut vous intéresser. Cet ordre de prix moyen nous sert à élaborer une stratégie tarifaire, bien sûr, savoir à combien on peut se vendre. C'est pas forcément le marché qui a raison, encore une fois, puisqu'on a bien vu, on a un taux d'occupation assez faible, mais ça laisse entendre quel prix moyen est pratiqué sur le marché, pour quels résultats, et comment on doit s'adapter, nous, et comment cela rentre dans notre rentabilité ou dans nos projets d'investissement, par exemple. En termes de revenus maintenant, donc le revenu, il est lié au taux d'occupation et au prix moyen. Donc encore une fois, on a un graphique qui ne suit pas la saisonnalité, puisqu'on a vu le prix moyen ne fluctue pas en fonction de l'occupation. C'est vraiment l'occupation qui fait l'augmentation des revenus, puisqu'on voit là sur mai, juin, mais même sur juillet, août, c'était plutôt haut, mais octobre, novembre, décembre, voilà, globalement, c'est là où on a fait plus d'occupation, mais on n'a pas non plus des revenus exponentiels sur ces périodes-là. Donc ils fluctuent, mais ils ne sont pas en ligne avec la saisonnalité, hein, du fait qu'on n'a aussi pas toujours les mêmes biens disponibles. On l'a vu, il y en a très peu qui sont disponibles à l'année. Donc ça fait aussi cette instabilité-là, mais ça nous permet d'avoir une fourchette moyenne de revenus que l'on peut aller estimer, aller chercher. En bas à droite, le détail sur les revenus par percentile et par typologie. Donc par studio, j'ai mis quand même sur 2 années, 2023-2024, T2 et T3. Le percentile, c'est récupérer l'échantillon pour avoir ces échelles de revenus en fonction des performances. Donc un percentile 50, c'est le revenu médian. C'est-à-dire qu'en 2024, la moitié des studios de Corbeil-Essonnes ont fait au moins 4 662 € de revenus. Percentile 75, ce sont les 25% des biens les plus performants. Les studios en 2024 de Corbeil-Essonnes, les 25% des studios les plus performants ont fait au moins 9 600 € de revenus. Et le percentile 90, ce sont les 10% les plus performants, les top performers du marché. Donc ça nous donne une fourchette entre le revenu minimum estimé qu'on peut gagner sur la ville, parce que le revenu médian, on estime que c'est le minimum qu'on va chercher en travaillant sa stratégie et en travaillant son offre et son produit. Par contre, c'est 75 en fonction de la localisation des équipements qu'on peut aller chercher. Bien sûr, c'est un peu l'objectif, c'est cette fourchette de prix. Ce qu'on peut regarder sur ces chiffres, on voit bien que sur un très bon studio et un T2 plus moyen, on est sur voilà, très bon studio sort mieux. Enfin, en tout cas, on a atteint un revenu supplémentaire que sur un T2 plus moyen. Je pense parce qu'on peut aller faire plus d'occupation ou des prix spécifiques. Je pense au logement atypique type Love Room, parce que j'en ai vu quelques-uns sur les top performers de Corbeil. Et pareil sur les T3 qui fonctionnent moyennement bien, 9 000 € l'année. On peut estimer faire plus avec un T2 en travaillant mieux son occupation et son prix, etc., etc. En tout cas, ça donne des fourchettes de prix qui nous permettent de visualiser quel ordre de revenus je peux aller chercher sur une année en fonction de mon investissement. Et bien sûr, je pas revu, mais bien sûr, tout est détaillé aussi ici, avec les percentiles, mois par mois, l'évolution sur les 3 dernières années. Et ça pour chaque typologie. En termes d'équipement, ici, on nous liste les équipements préférés, les plus filtrés par les voyageurs. Donc, 88% des annonces disponibles sur Corbeil-Essonnes proposent le Wi-Fi. Je suis assez étonnée, 88, pas non plus haut. On a un peu plus de 90% en ville, mais on est d'accord que c'est un équipement indispensable. Ne pas avoir de Wi-Fi, c'est rédhibitoire à ce jour.
Le chauffage, c'est pas trop un sujet, mais on a quand même 20% d'annonces qui ne mentionnent pas être équipées de chauffage. Le parking, gros point aussi, puisque les trois quarts des annonces proposent un parking. Ne pas en avoir, c'est un point pas rédhibitoire, mais en tout cas un inconvénient. Donc parking, machine à laver, ce sont des points importants à avoir en tête pour être compétitif par rapport à ses concurrents. Après, on a aussi le sèche-linge qui est peu représenté, il n'y en a que 12% qui proposent. On a quand même 9% de jacuzzi. Ça, c'est un taux assez élevé, puisqu'en général, sur des villes moyennes ou grandes, on est plutôt entre 2, 4, 5%. Donc, on voit qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ont été chercher à se démarquer, parce que ça représente quand même euh, plusieurs logements. En tout cas, sur une proportion, il y a autant de jacuzzi que de bien avec la clim, quoi. Voilà, ça peut être surprenant. Alors, comme ça, en tout cas, il y a une concurrence sur les logements avec jacuzzi. Un autre équipement qu'on pourrait avoir pour se différencier, c'est le câble TV. Donc, c'est ce qu'on va apparenter à Netflix, à la télé à la demande, de pouvoir proposer ces options-là qui sont pas forcément très onéreuses, mais qui sont peu proposées et qui peuvent permettre de se démarquer. Maintenant, en termes de typologie des réservations, les conditions d'annulation qui sont proposées par les propriétaires, par les annonces, par les gestionnaires, sont en majorité flexibles ou modérées. Alors 70, un peu plus de 70% des annonces ne proposent pas de conditions strictes, un non annulable, non remboursable. On a 15% des annonces les oseurs qui proposent une offre non remboursable en plus. Donc les oseurs, c'est ça, hein, c'est qu'on est d'abord flexible ou modéré. Maintenant, on a le ferme strict, mais ça se rejoint sur le non annulable non remboursable, mais l'offre non annulable non remboursable proposée moins cher. En général, on est à moins 10% sur Airbnb. Enfin, on est toujours à moins 10% sur Airbnb. VRBO, je ne l'ai pas en tête, mais en général, ça commence à 10%. Trop peu de réservations pour être au clair avec ce taux-là, mais c'est ce qui se pratique couramment. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire proposer des conditions modérées à flexibles, c'est être plus compétitif, et notamment sur la basse saison. Les conditions flexibles, elles permettent aussi de proposer un prix plus haut, puisqu'on propose l'annulation gratuite sans frais jusqu'à 5 jours avant l'arrivée. Enfin, flexible, c'est 1 jour, modéré, c'est 5 jours sur Airbnb. Sur Booking, on peut avoir un peu plus de delta dans les jours, on peut mettre des exceptions, c'est un petit peu différent, on peut aller plus loin. En tout cas, c'est un réel intérêt de l'avoir en tête. Pour être compétitif, visible, il faut euh, se caler sur ce que proposent nos concurrents. Les durées de séjour demandées, elles sont assez courtes, hein, voire très courtes, puisqu'il y a 50% des annonces qui proposent du une nuit et 25 qui proposent du 2 nuits minimum. Proposer des durées de séjour plus longues, c'est encore une fois peu compétitif quand on a trois quarts du marché qui propose du court séjour. Ça ne veut pas dire qu'on va louer que du court séjour, mais en tout cas, on est visible pour ces durées-là. On a quand même 8% sur du 7-29 nuits, donc ils font de la moyenne durée, 3 nuits aussi, hein. On a des biens qui vont aller chercher cette stratégie-là, c'est un fait, mais globalement, énormément de logements proposent de la très courte durée. C'est aussi un impact du fait qu'on ait 80% de logements qui soient des studios et des T2, hein. Donc louer des studios et T2, ça se loue facilement à la nuit, plus facilement en tout cas qu'une maison 3-4 chambres, etc. Donc ça a aussi un impact sur cette moyenne. Les durées de séjour, elles sont très importantes, elles ont un réel impact sur la performance. Il faut pouvoir adapter au mieux, appliquer un tarif en lien avec la durée de séjour que l'on peut aller chercher. La durée de séjour moyenne sur la destination. Donc les voyageurs restent en moyenne entre 3 jours. C'était observé en été. Ah non, c'est février le mois, pardon. Une petite, je l'ai pas remis. C'était le mois, la durée de séjour moyenne la plus courte, c'est 3 jours en février et on monte à 3,6 jours en avril dernier. Donc, moyenne nationale, on est plutôt à 2,5 entre 2,5 et 3. Donc, globalement, on a quand même pas mal de séjours plus longs, même si on l'a vu, hein, les autres proposent du nuit. C'est pas pour ça qu'on fait beaucoup de nuit. On est généralement sur du 3-4 jours. C'est aussi un signe de cette clientèle professionnelle, voire étudiante, qui reste assez longtemps. 3 jours, ça représente 3,6 jours, ça représente bien du lundi au vendredi, par exemple. Donc, ça marque encore plus la présence de cette clientèle. Voilà, je fais la correction. Les délais de réservation que l'on voit ici, on voit en fonction du mois de l'année la proportion des réservations qui sont faites entre 0 et 6 jours, 7-14 jours, etc., etc.
On voit bien ici, c'est très marqué. La ligne bleue 0,6, c'est la proportion des réservations qui sont faites entre 0 et 6 jours avant l'arrivée. Donc très très tardivement, on est entre 66 et 69% des réservations qui se font la semaine avant. On a un peu plus de jaune sur la période juillet-août, donc période JO. Là, ce sont la part des réservations faites plus de 90 jours à l'avance, donc sur des saisons fortes comme ça, ou parce que, on va avoir l'explication, il y avait des clients étrangers qui venaient de loin, donc ça s'explique, qui ont réservé longtemps en avance leur réservation. Mais sinon, on voit qu'il y a très peu de réservations longtemps en avance, on est surtout sur du très tardif, et après, quelques-unes, entre 7 et 30 jours, c'est là où on fera, pas le maximum, mais on va dire 2 tiers, un tiers de nos résas, un tiers sur 7 à 30 jours, et puis 3 quarts des réservations qui tomberont très tardivement. Encore une fois, on est sur des petits logements, donc ça s'y prête beaucoup aussi. Quintel Pro qui réserve le lundi pour venir passer sa semaine, etc., ou la semaine d'avant. Donc ça, c'est vraiment le cas sur la ville de Corbeil. Maintenant, sur la partie des concurrents, on va aller regarder un peu plus près quels sont nos top performers. Ici sont classés les 12 premiers en termes de revenus. Donc, on a une échelle de revenus qui va nous être donnée, hein. Le top performer studio serait à 16 900 euros de revenus annuels. Le revenu potentiel, c'est une estimation si on était ouvert 365 jours par an. Donc, ça ne va pas forcément être très regardant, puisque voilà, on fait simplement une occupation moyenne et le prix moyen, mais le prix moyen, il doit fluctuer. Il n'est pas le même sur un séjour d'un mois que sur un séjour d'une semaine, que sur un séjour d'une nuit. Donc, à prendre avec des pincettes sur le potentiel, mais ça nous donne quand même cette fourchette de revenus. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu la qualité des biens, le type de biens qu'on va nous présenter. Donc, sur les top performers, on voit des photos professionnelles, des photos très lumineuses, des biens neufs, en tout cas très bien rénovés, bien équipés, pour aller atteindre ces niveaux de revenus. Mais on voit, à part les cinq premiers, après on descend vite la barre des revenus sous les 7 000 euros à l'année, même avec un logement atypique, bon, qui n'est pas forcément très premium, hein, sur le spa gonflable, qui sera peut-être pas représentatif d'un bien de cette qualité, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est des biens rénovés. C'est encore plus vrai pour les T2. Les T2, on a des biens très jolis, très modernes, très bien équipés. On a deux biens plus exceptionnels qu'on voit ici, avec des revenus très élevés. On est à 28 000 euros de revenus estimés sur ces logements, euh, du fait de leur qualité ou de leur atypicité. En tout cas, on voit bien qu'on est face à une concurrence plus professionnalisée pour aller atteindre ce niveau de revenu. Et encore une fois, mis à part les deux premiers à 28 000, après on est plutôt sur une tranche de revenus entre 17 et 12. Même si j'enlève le 17, elle est entre 12 et 14, ou 11 500 et 14 000 euros sur les meilleurs performeurs avec des équipements de très bonne qualité. Les T3, même constat, toujours des produits assez neufs, rénovés, bien équipés, euh, mais des échelles de revenus un peu plus basses, euh, parce qu'ils ne sont pas forcément bien optimisés, parce qu'ils ne sont pas disponibles toute l'année, ou qu'ils n'ont pas été mis en avant. Donc il y a sûrement beaucoup d'optimisation à faire. Quand on voit le résultat d'un T2 sur un deux chambres, on est censé faire autant, voire bien mieux sur un T3, sachant que ce sont des biens aussi très rares. Mais on a une demande qui ne réagit pas forcément. On est sur une clientèle très étudiante. Il y a une grosse université, il y a un gros hôpital, donc on peut avoir aussi toutes ces personnes en stage. Mais le deux chambres peut rester un produit intéressant quand il y en a très peu à louer. Donc c'est un produit sûrement à optimiser. Si on fait une synthèse de la ville de Corbeil-Essonnes, donc une saisonnalité faible, puisqu'on a une occupation assez lisse toute l'année, une occupation pas très très élevée, hein, mais globalement il y a du monde toute l'année, une clientèle professionnelle et loisirs. On l'a vu que le week-end sortait aussi un petit peu du lot. Une demande croissante, le nombre de nuits réservées elle augmente fortement, mais l'occupation elle est plus forte sur des prix bas. On a aussi beaucoup de petits logements, donc c'est un petit peu la guerre des prix, forcément une forte concurrence sur les petites surfaces, de belle qualité. Euh, Est-ce que ça va avec les prix bas? Euh, Apparemment, en tout cas, et on a des très beaux biens, mais je ne pas envie de dire des difficultés, mais des occupations qui ne sont pas non plus super fortes. Mais en même temps, pour dire qu'on a eu quand même un marché très instable en 2024, avec
cet effet Jeux olympiques où beaucoup de monde, beaucoup de particuliers sont arrivés sur le marché pour louer sur des très courtes périodes. On le sait, il y a même les allocations longue durée, les gens ont pu demander à leur locataire de partir pour la période des Jeux olympiques et puis finalement on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais marché de France peut être un petit peu plus difficile, notamment avec ces JO, et on a aussi une régulation de plus en plus forte euh, par la régulation de certaines villes. Alors, toute la première couronne parisienne est concernée, la deuxième couronne un peu moins, mais est-ce qu'on va y venir? Les loyers, enfin, il est très difficile de se loger en longue durée sur la période, les prix sont élevés, donc la location courte durée est regardée. Vous connaissez le sujet sûrement encore mieux que moi si vous êtes arrivé jusqu'à nous. Mais voilà, c'est en fait sur l'île de France. 2025 devrait s'écrémer un petit peu de fait que certains vont partir de la courte durée avec les changements de fiscalité, la TVA qui pourrait arriver pour certains, ou les régulations sur certaines villes, pour aller vers un autre mode de fonctionnement. En tout cas, ceux qui sont moins professionnalisés, ceux qui n'ont pas la possibilité de rester sur le marché qui a été trop difficile en 2024, va laisser la place aux plus professionnels, proposer des biens de qualité. On a donc une occupation qui reste attractive, mais attention aux équipements proposés. Il faut vraiment jouer le jeu d'un logement euh, très qualitatif parce qu'on a beaucoup de logements rénovés face à nous. Les grands logements donc resteraient des opportunités à optimiser. Alors j'ai mis 3 chambres et plus, je dirais même 2 chambres finalement, puisqu'ils sont très rares et ils peuvent répondre à une autre demande. Encore une fois, cette clientèle euh, étudiante ou hospitalière avec un gros centre à côté. Voilà, on est très bien desservi sur Paris, donc cette zone résidentielle fait qu'on peut forcément optimiser au mieux en ayant le bon produit au bon endroit et la bonne stratégie tarifaire, bien entendu. J'espère en tout cas avoir répondu à vos interrogations sur cette destination et je vous dis à bientôt.